Bon, attention, le cours se complexifie un peu aujourd'hui. Nous allons parler de la formation de la croûte océanique. Alors j'ai mon Pierrot avec moi qui va m'aider parce qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Vous êtes prêts? Bon, alors on y va. Alors, formation de la croûte océanique. Croûte océanique. C'est quoi la croûte océanique déjà? Vous vous souvenez ce que c'est la croûte océanique? Alors la croûte océanique, eh bien c'est simplement une structure qui fait partie de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique est constituée par la croûte océanique et en dessous on a le manteau lithosphérique. Le manteau lithosphérique est constitué par de la péridotite. C'est une roche, en fait, constituée essentiellement par des minéraux que l'on appelle de l'olivine. Au-dessus de ce manteau lithosphérique qui constitue la lithosphère océanique, nous avons la croûte océanique. Partant du bas, on a des gabbros, qui est une roche plutonique. Et au-dessus, on a une roche que l'on appelle le basalte, qui est aussi une roche volcanique cette fois-ci. Non pas plutonique, mais volcanique. Mais que ce soit la roche, que ce soit le basalte et le gabbro, ce sont deux roches magmatiques. Alors, nous allons rappeler tout à l'heure quelques petites définitions. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment se forme cette croûte océanique. Alors dans un contexte géodynamique, en fait, c'est-à-dire que les choses ne sont pas fixes, tout bouge en permanence. Et dans ce contexte-là, on a la croûte océanique, on a l'eau qui va jouer un rôle important dans la solidification des basaltes, on a la chambre magmatique, on a la sténosphère, etc., etc. Donc on a pas mal de motifs, entre guillemets, de reliefs, de structures qui forment cet ensemble correspondant à la dorsale océanique, au niveau de laquelle et au niveau du rift océanique se forme cette croûte océanique et de manière plus globale donc la lithosphère océanique. La dorsale pacifique, elle, est un exemple de dorsale rapide parce que vous avez des dorsales rapides et des dorsales lentes. Océan Atlantique, ce sont plutôt, donc en leur milieu, des dorsales plutôt lentes, donc formation plutôt lente de lithosphère océanique, alors que dans le Pacifique, c'est plutôt rapide, et on a des vitesses d'expansion des deux demi-plaques à partir du rift qui peut atteindre les 16 cm par an. Alors la production annuelle de basalte au niveau de la dorsale pacifique est d'environ 3 km3 de basalte et de gabbro par an. Donc ce qui est énorme évidemment. Alors on peut se poser la question, comment se forme le magma et que devient-il au niveau de la dorsale océanique? Comment se forme le magma? Alors plus exactement, on devrait dire comment, à partir du magma qui est dans la sténosphère, par exemple, comment est-ce que l'on peut réussir, comment est-ce que ce fonctionnement d'une dorsale océanique peut réussir à former la lithosphère océanique constituée par le manteau lithosphérique, les gabbros et le basalte. Commençons par donner quelques définitions qui sont indispensables pour bien comprendre le cours. Alors, ces définitions, nous les avons déjà vues dans d'autres cours, mais je vous les redonne pour affiner votre sensibilité intellectuelle, entre guillemets. Le magma. Vous vous souvenez, le magma, c'est une roche en fusion dont la température peut être supérieure à 600 degrés. Ce magma est constitué d'un liquide, entre guillemets, riche en silice, c'est-à-dire SiO2, contenant des gaz dissous. Donc ce magma, donc cette roche en fusion contient des gaz dissous et quelquefois des cristaux.
En refroidissant, le magma va donner par solidification des roches magmatiques, donc qui seront soit d'origine, soit plutonique en fait, soit volcanique. Alors, une roche magmatique, c'est quoi? Eh bien, c'est une roche qui résulte de la solidification d'un magma. Un magma, c'est quoi? On peut tourner en rond comme ça. On vient de donner la définition. L'asténosphère. Petit rappel sur l'asténosphère tout de même. On a l'asténosphère et au-dessus, on a la lithosphère qui peut se déplacer sur cette asténosphère. Eh bien, c'est une zone du manteau, pardon, extinction de voix. Tu me dis si je me trompe, mon petit Pierrot. Alors, c'est une zone du manteau, l'asténosphère, où les roches ont un comportement ductile. Elles débutent sous la lithosphère par une zone de faible vitesse que l'on appelle la LVZ, donc faible vitesse des ondes sismiques évidemment, donc qui montre qu'il y a une ductibilité plus importante en fait. Donc les ondes sismiques, et cette asténosphère s'étend jusqu'à 700 km de profondeur. Donc on a une zone moins solide en fait, en gros ça veut dire ça, sur laquelle va pouvoir se déplacer la lithosphère qui elle par contre est tout à fait rigide. Alors on aura besoin également de parler de remontée asténosphérique. Alors évidemment on a défini ce que c'est que l'asténosphère. Une remontée asténosphérique, logiquement, c'est la remontée de l'asténosphère. Mais comment est-ce que l'asténosphère peut remonter? C'est ce que nous allons voir. Donc la remontée asténosphérique, c'est l'ascension du manteau anormalement chaud et ductile sous l'axe des dorsales. Alors n'oubliez pas qu'on parle souvent de température, mais que la pression intervient également. À même température, si la pression diminue, le matériel va remonter. C'est une petite parenthèse. Nous aurons besoin également d'un diagramme de phase. En géologie, c'est une représentation graphique de l'état physique d'une roche en fonction de la pression et de la température. Il ne faut jamais oublier que dans les profondeurs, il n'y a pas que la température qui va agir, il y a également la pression, comme je viens de vous le dire précédemment. Donc diagramme de phase, en géologie, c'est une représentation graphique de l'état physique d'une roche en fonction de la pression et de la température auxquelles elle est soumise. La fusion partielle, c'est un processus, nous aurons besoin de comprendre ce que signifie fusion partielle. C'est un processus qui va conduire à la présence d'une faible quantité de liquide magmatique dans une roche à l'état solide. Le magma, il est issu des matériaux ayant des températures de fusion plus faibles. Le solidus, nous aurons besoin également de ce terme-là. Le solidus, alors dans un diagramme de phase, dont nous avons donné la définition précédemment, le solidus est une courbe séparant un domaine de pression et de température où une roche est à l'état solide d'un domaine où elle est en état de fusion partielle. Donc il y aura à ce moment-là, lorsque l'on dépasse le solidus, un mélange entre solide et liquide. Et logiquement, si l'on parle de solidus, on peut parler de liquidus. Le liquidus, dans un diagramme de phase, c'est une courbe qui sépare un domaine monophasé liquide, donc un seul type de liquide en fait, entre guillemets, enfin monophasé liquide, une phase liquide en fait, d'un domaine biphasé, donc avec deux phases, une phase solide et une phase liquide, comprenant un liquide et une solution solide. Nous aurons besoin du terme de roche plutonique, c'est une roche magmatique, vous vous souvenez, on a précisé qu'une roche magmatique résulte de la solidification d'un magma. Et le magma, on a donné la définition que l'on ne va pas répéter ici. Donc une roche plutonique, c'est une roche magmatique de texture grenue issue de la cristallisation lente d'un magma en profondeur. Ce sera le cas du gabbro.
Alors qu'une roche volcanique, c'est une roche magmatique également, de texture microlithique cette fois-ci, qui est issue de la cristallisation rapide d'un magma en surface. Donc ce sera le cas des basaltes au niveau des dorsales océaniques, de l'axe des dorsales océaniques. Donc voilà pour un rappel de quelques définitions. Maintenant, nous allons travailler sous deux aspects. D'abord, nous allons essayer de voir sous l'axe de la dorsale en quoi il y a une fusion partielle des roches du manteau. Et dans un deuxième temps, nous allons essayer de comprendre, de travailler la mise en place de la croûte océanique à partir d'un magma qui va provenir de la sténosphère. Alors tout d'abord, plaçons-nous sous l'axe d'une dorsale océanique. Il y a une fusion partielle des roches du manteau. Alors vous pouvez regarder donc sur une carte correspondant au positionnement, enfin à la planification entre guillemets des flux géothermiques à la surface de la Terre. Donc vous allez voir qu'il y a un flux géothermique anormalement élevé au niveau des dorsales océaniques. Donc ça veut dire que au niveau des dorsales océaniques, on a une asténosphère qui est très proche de la surface, sous l'axe, donc sous le rift de la dorsale océanique. Alors évidemment, si le flux géothermique est plus élevé au niveau des dorsales, au niveau de l'axe des dorsales, ça veut dire qu'il y a une présence de roches chaudes proches de la surface. Alors, n'oubliez pas que on peut utiliser également la tomographie sismique pour mettre en avant ces anomalies de température. Et cette tomographie sismique, elle permet d'établir une carte qui va modéliser la profondeur de la LVZ et elle permet de visualiser donc la remontée asténosphérique à l'aplomb de l'axe des dorsales. Donc je vous invite à vous procurer une telle carte. Vous voyez, grâce à la tomographie sismique, la profondeur de la LVZ. Alors, si par exemple nous prenons l'océan Atlantique, au niveau du rift de la dorsale océanique, on a une profondeur de la LVZ qui est située entre 0 et 50 km. Bon. Et on a des zones qui sont situées où la LVZ est située à des profondeurs de 300-350 km à peu près, par exemple, notamment sur les continents. Donc, regardez cette carte, c'est très intéressant, vous allez voir. Mais globalement, c'est pour dire que au niveau de l'axe de la dorsale océanique, il y a la LVZ à remonter. Ça veut dire qu'elle est plus proche de la surface qu'ailleurs. Donc, si elle est plus proche de la surface, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit qu'il y a une diminution de pression qui fait remonter la sténosphère, soit il y a une augmentation de température. Oui, mais il faut que les deux facteurs jouent en fait. Bon. Et à un moment donné, donc, ce magma entre guillemets qui provient de la sténosphère va finir par percer au niveau de l'axe l'équivalent entre guillemets de la lithosphère océanique qui est déjà en place. Bon, mais elle est déjà en place, mais en fait elle se met en place au niveau de l'axe. Donc il faut imaginer qu'au niveau de l'axe, on va avoir un magmatisme important, avec fusion partielle éventuellement de roches, et puis arriver en surface de lave qui va donner du basalte, avec en dessous des gabbros, etc. Bon, vous voyez, on tourne un petit peu autour de cette explication-là, que l'on va préciser bien entendu tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, à votre niveau, ça reste peut-être un petit peu flou encore. Alors, il y a une méthode intéressante qui utilise ce que l'on appelle une presse à enclume de diamant. Alors, je vous invite à aller voir, vous avez une animation que vous pouvez regarder sur Internet. Vous tapez presse à enclume de diamant et vous allez avoir accès à l'animation. Alors, lorsque vous ouvrez cette application, entre guillemets,
Eh bien, qu'est-ce que vous allez y trouver? Alors, faisons-le ensemble. Imaginons, vous avez ouvert, donc, par exemple, vous pouvez trouver cette application sur le site Pédagogie AC Nice. Vous tapez donc dans Google, vous tapez Pédagogie AC Nice. AC, c'est ASC, hein. Ça veut dire Académie de Nice. Vous tapez SVT, production, enclume, et vous arrivez sur la presse à enclume de diamant. Alors vous cliquez n'importe où sur l'écran pour commencer à comprendre. Alors on vous donne un schéma montrant le fonctionnement d'une presse à enclume de diamant. C'est quoi l'intérêt d'une presse à enclume de diamant? Eh bien, il s'agit d'une presse qui est capable de soumettre un objet à des pressions considérables. L'échantillon étudié, que vous allez pouvoir voir en vert sur le schéma, est réduit en poudre puis placé entre deux enclumes de diamant, et c'est le seul matériau capable de résister à ces conditions de température et de pression. Et à l'intérieur, vous avez un joint métallique que vous voyez en bleu sur le schéma. Un dispositif rapproche alors les deux enclumes. Donc vous allez voir, donc ce sont les flèches noires, les 4 flèches noires sur le schéma. Et ces deux enclumes vont comprimer l'échantillon jusqu'à la pression souhaitée. Donc on peut faire évidemment varier la pression et la température ensuite. Donc enfin les diamants donc, étant transparents, il est possible de chauffer l'échantillon grâce à un laser infrarouge qui correspond à une flèche rouge sur votre schéma. Alors à quoi ça sert la presse à enclume de diamant? En portant un échantillon de roche à des pressions de plusieurs gigapascales, donc plusieurs millions à la fois, donc plusieurs millions donc, de fois la pression atmosphérique en fait, hein, et à des températures de plusieurs milliers de degrés Celsius, on tente de reproduire les conditions qui existent dans les profondeurs du globe terrestre. Il est alors possible de déterminer l'état de cette roche dans ces conditions, et notamment le solidus, qui est la température au-delà de laquelle, et donc avec détermination de la température au-delà de laquelle la roche commence à fondre pour une pression donnée. Et on peut déterminer également le liquidus, c'est-à-dire température au-delà de laquelle la roche est totalement fondue. Vous cliquez encore, et là, comment utiliser cette application? Eh bien, premièrement, il faut sélectionner un échantillon de roche que l'on souhaite étudier dans la boîte de rangement que vous allez pouvoir voir tout à l'heure lorsque vous allez recliquer sur l'écran. Et on place donc cet échantillon de roche dans la presse après l'avoir réduit en poudre, évidemment. Deuxièmement, il faut régler la pression et la température que l'on souhaite atteindre avec la presse. Et troisièmement, on observe simplement le résultat, donc l'état de l'échantillon, qui est entièrement solide, entièrement liquide ou partiellement liquide. Et que fait-on des résultats? Eh bien, en recoupant les résultats obtenus dans différentes conditions, il est possible de construire ce que l'on appelle un diagramme de phase, et donc diagramme de phase de la roche en question, et la mutualisation des résultats obtenus par l'ensemble de la classe et l'utilisation d'un tableur vont pouvoir faciliter cette tâche que vous allez pouvoir faire en groupe avec votre enseignant. Et en fonction de la problématique en cours, il est aussi possible de comparer pour une pression et une température donnée l'état de différentes roches afin de comprendre les mécanismes correspondant à ce magmatisme. Alors, un diagramme de phase, c'est un graphique qui représente les états solides, solide plus liquide ou liquide de la roche en fonction de la température et de la pression. Alors, si vous cliquez encore une fois, là on vous présente une boîte avec plusieurs échantillons. Alors il y a du quartz, des feldspath albite, du gneiss, granit, gabbro, andésite, péridotite sèche, péridotite hydratée et basalte. Et comme à l'aplomb de la dorsale, du rift de la dorsale océanique, il y a l'asténosphère constituée de péridotite sèche, on va dire, eh bien il faut cliquer sur péridotite sèche. Et on s'aperçoit qu'après avoir mis en poudre, eh bien l'enclume se ferme. Et à ce moment-là, vous avez en bas à gauche
deux curseurs, l'un pour la température, l'autre pour la pression. Alors, si vous déplacez, donc si vous faites le réglage de la presse en déplaçant la température, alors sous-entendu, on porte la température, on fait vraiment la température qui est proposée, mais en laboratoire. Ici, c'est juste une simulation. Alors, si on regarde, par exemple, on a dit la LVZ, imaginons, on se met à 100 km. Donc, vous glissez le curseur, vous vous mettez à 100 km. Voilà. Là, je me suis mis à peu près à 100 km. La température, on va dire qu'elle est à 1300 degrés. Donc, si vous mettez la température à 1300 degrés à peu près, voilà, à peu près 1300 degrés, alors vous apercevez qu'à 18 km, à 98 km de profondeur, la taille et la forme des cristaux ne correspondent pas à la réalité. Ça c'est une parenthèse. Seules les proportions des phases liquides en noir et solides en blanc sont significatives. Ça veut dire que là, pour l'instant, si vous êtes à 1300 degrés pour une profondeur de 100 km, tout est à l'état absolument solide. N'oubliez pas que l'on a mis une poudre de péridotite sèche. Maintenant, imaginons je simule la remontée de la sténosphère à l'axe et toujours sous une température de 1300 degrés. Donc ça veut dire que je remonte tout doucement, là j'arrive à 90, l'état est toujours solide. L'état de mon asténosphère, donc de la péridotite asténosphérique, est toujours solide. J'arrive à 83 km, 82 km toujours solide, 70 km toujours solide, 63 km toujours solide, 58 également, et je m'aperçois que arrivé à 43 km, eh bien, alors, dans ma simulation, parce que la réalité, c'est pas forcément exactement ça, mais lorsque on est à 43 km, on a un état qui est passé de solide à liquide plus solide. Mais on n'est qu'à 1% du taux de fusion. Ce qui fait que dans l'espèce de disque que vous voyez à votre droite, les cristaux sont toujours solides. Et je continue à remonter la sténosphère. Mon taux de fusion va passer à 5%. Et si vous regardez dans le petit cercle qui est proposé, vous avez toujours une cristallisation importante, mais vous commencez à avoir des lignes noires qui apparaissent. Et ces lignes noires correspondent en fait au liquide. Donc ça veut dire que ces cristaux ont commencé à entrer en fusion pour produire un liquide. Et si je continue à remonter mon asténosphère, j'arrive par exemple à 10% ou 15% de fusion. Et là, vous voyez que le liquide qui est représenté en noir est beaucoup plus important. Ce liquide, donc vous avez des cristaux qui sont noyés dans un liquide. Et le liquide, évidemment, lui, va avoir tendance à remonter de plus en plus. Et si j'arrive par exemple à 10 km de profondeur au niveau de la sténosphère qui remonte toujours, eh bien j'ai encore plus un taux de fusion encore plus important qui est de 18%. Et si j'arrive à la surface, c'est-à-dire là où sont censés apparaître les basaltes et se solidifier les basaltes, en fait, eh bien vous avez à 0 km, on a 23% de taux de fusion. Donc vous voyez que cette fusion, elle n'est que partielle. Vos cristaux ne fondent pas entièrement à l'aplomb de l'axe de la dorsale océanique. Donc voilà à quoi sert en fait l'enclume. Cette enclume, en fait, cette enclume de diamant. Le diamant, c'est un matériau qui est très très dur. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire monter des températures et même des pressions, enfin température et pression très importantes, parce que le diamant résiste. C'est très solide le diamant. Alors, évidemment, donc là vous avez vous avez vu, on a fait ensemble, on a montré ensemble que la fusion partielle d'une péridotite était possible lorsque pour une même température,
par exemple, on avait pris 1300 degrés, alors c'est pas pour rien si j'ai pris 1300 degrés, hein, vous vous souvenez pourquoi. Donc si on se met à 1300 degrés et que l'on se place en profondeur au niveau de la sténosphère et que l'on fait remonter la sténosphère, eh bien ça veut dire que on entre dans un état de fusion, et cette fusion n'étant pas totale, elle n'est que partielle. Autrement dit, votre péridotite, elle est en état de fusion partielle. Voilà. Alors, donc, l'étude du comportement de la péridotite dans la presse à enclume de diamant, elle permet de tracer son solidus, donc c'est la courbe globalement de début de fusion, et son liquidus, qui est la courbe de fin de fusion. Et entre les deux, évidemment, on a un état à la fois liquide et à la fois solide. Et là, vous avez compris qu'on est dans l'état de fusion partielle de la péridotite. Donc, entre ces deux courbes, hein, comme je vous ai dit, la péridotite est partiellement fondue. Alors, si on laisse la température à 1300 degrés, vous avez vu que le fait que cette fusion soit partielle de la péridotite, c'est dû à une diminution de pression. Donc ça veut dire qu'on peut jouer non seulement sur la pression, mais également sur la température. On aurait pu mettre une pression précise et faire varier la température. On aurait vu également que le fait d'avoir une pression constante et une température variable fait qu'à un moment donné, on va avoir également une fusion partielle qui va être obtenue. Mais dans les conditions réelles, en fait, d'une dorsale océanique, eh bien, on se rapproche en fait du géotherme de la dorsale dans notre expérimentation. Parce qu'il faut rester dans les conditions de simulation, évidemment, mais qui représentent le plus possible la réalité. Alors, si on reporte dans ce diagramme de phase la courbe représentant pour un lieu donné l'évolution de la température en fonction de la profondeur, c'est-à-dire le géotherme, eh bien, on peut alors savoir si, à la verticale de ce lieu, le manteau peut produire ou non des magmas, à quelle profondeur et en quelle quantité. Et à l'aplomb de l'axe de la dorsale, les péridotites sont soumises à des mouvements de convection ascendants, remontant, donc qui remontent vers la surface et pratiquement sans se refroidir. Donc là, vous pouvez vous procurer donc sur Internet ou sur un manuel la mise en relation du diagramme de phase de la péridotite et de 3 géothermes typiques, un géotherme continental, un géotherme de plaine abyssale et le géotherme de la dorsale océanique qui nous intéresse ici. Donc vous allez voir qu'il y a, lorsque l'on se place dans le géotherme continental, on est tout le temps à l'état solide, en fait. Lorsque l'on se place dans le géotherme océanique, on est également pratiquement tout le temps en état solide. Mais il n'y a qu'au niveau de la dorsale que l'on a un géotherme de dorsale qui permet une fusion partielle des roches de la sténosphère. Tout simplement par remontée de la sténosphère, par diminution de pression. Tout à l'heure, je vous ai dit pratiquement sans se refroidir. Mais si on reste à 1300 degrés et que l'on diminue la pression, c'est obligé que la sténosphère va remonter. Elle entre en fusion partielle. Voilà. Et le liquide résultat de cette fusion partielle n'a pas la même composition chimique que les cristaux qui restent en place. Ce qui va expliquer que les roches gabbro et basaltes qui se mettent en place ne correspondent pas à la composition de la péridotite. Voilà. Bon. Ça c'est une parenthèse, mais c'est quand même important à comprendre et nous allons le repréciser tout à l'heure. Alors, maintenant, il faut essayer de mieux comprendre encore au niveau local, parce que là on a raisonné de manière globale par rapport à la sténosphère qui remonte. On a mis en évidence cette remontée et cette fusion partielle. Maintenant, il faut comprendre la mise en place de la croûte océanique à partir du magma. C'est bien notre problématique de départ. Donc, on a vu qu'il y avait une fusion partielle de la péridotite asténosphérique.
Donc on a des gouttelettes de magma qui vont se former, qui vont remonter et qui vont s'accumuler dans une chambre magmatique. N'oubliez pas qu'il y a des mouvements de convection et qu'il y a de ce fait-là une remontée, mais une accumulation, etc. Également dans une chambre magmatique sous l'axe de la dorsale. Et ce refroidissement du magma va être à l'origine des roches magmatiques de la croûte océanique, donc vous savez gabbro et basalte. Alors l'essentiel va refroidir lentement en profondeur pour donner les gabbros, évidemment. Et une faible part du magma, à plus de 1000 degrés, va réussir à passer à travers des fissures pour aller se solidifier en surface au contact de l'eau de mer qui est à 2 degrés. Donc là, vous voyez, entre les 1000 degrés et 2 degrés, il y a quand même une différence de température importante, et il va y avoir en quelque sorte ce magma à 1000 degrés qui va se figer très rapidement au contact de l'eau de mer à température de 2 degrés. Et ça va expliquer en partie donc ces basaltes en pilolava. Bon, maintenant, à partir d'un schéma montrant le magmatisme à l'origine des roches de la croûte océanique, regardons de manière globale et puis nous allons détailler un petit peu plus tout à l'heure. Il y a donc, vous savez qu'il y a donc la croûte océanique constituée par le basalte et le gabbro en dessous. Ensuite, il y a la lithosphère, la péridotite lithosphérique. L'ensemble croûte et lithosphère du manteau supérieur, enfin, et lithosphère, et lithosphère, mais j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas un trou de mémoire, je bafouille. La lithosphère, le manteau lithosphérique en fait. Je parle du manteau lithosphérique. Donc, on a la croûte océanique, le manteau lithosphérique. C'est-à-dire que c'est constitué de péridotite lithosphérique, évidemment. Donc, on a cette lithosphère océanique constituée par la croûte océanique et par la lithosphère du manteau, la partie supérieure du manteau supérieur, en fait. Donc, les deux constituant, en fait, la lithosphère océanique. Donc, on a le manteau lithosphérique et la croûte lithosphérique. Bon, bref. Et donc ça, c'est de part et d'autre de l'axe de la dorsale océanique, et en dessous, on a l'asténosphère, évidemment. Alors, cette péridotite asténosphérique va remonter, puisque l'asténosphère remonte, même chose pour la roche, puisqu'elle est constituée par cette roche. Donc, on va avoir toujours pratiquement à même température, et une remontée de l'asténosphère due à une diminution de pression. Pourquoi ? Parce que au niveau du rift de la dorsale, il y a un écartement. Donc la pression va diminuer et alors les matériaux vont avoir tendance à remonter. Donc on a bien à ce moment-là une fusion partielle, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, fusion partielle, une remontée des gouttes de magma, une accumulation dans la chambre magmatique, et en fait, on va avoir un refroidissement lent des gabbros en profondeur. Donc c'est une roche plutonique, de type magmatique évidemment. Et un petit peu plus au-dessus, on aura un refroidissement rapide en surface. Vous vous souvenez, 1000 degrés et 2 degrés par rapport à la température de l'eau, donc entre 1000 et 2, donc vous avez un refroidissement qui est très rapide, et formation des basaltes avec leur texture microlithique, tandis que les gabbros qui ont entièrement cristallisé ont une texture grenue. Donc voilà, vous pouvez voir, donc, concernant ces basaltes, vous pouvez trouver des images correspondant à la formation de pilolava. Vous pouvez voir la texture microlithique de la roche lorsque vous observez une lame mince de basalte. Vous pouvez voir la texture grenue du gabbro si vous observez une lame mince de roche de type gabbro. Alors, maintenant, essayons de mieux détailler en fait ce qui se passe au niveau de la formation donc de cette croûte océanique. La lithosphère océanique, elle est composée de deux parties. Alors je reprends un petit peu les choses en expliquant un petit peu plus. La croûte océanique, le manteau supérieur. Ces deux régions sont formées de roches de nature différente. Vous avez des roches de type basaltique qui ont une faible densité,
2900 kg par mètre cube à peu près, donc au niveau de la dorsale, pour la croûte océanique. Et vous avez des roches de type péridotite à forte densité, donc 3300 kg par mètre cube, correspondant au manteau supérieur. Une discontinuité appelée Moho est la limite entre les deux zones, entre la croûte et le manteau lithosphérique en fait. Et comme elle sépare deux roches de nature différente, il s'agit d'une séparation de nature géochimique. L'asténosphère se trouve sous la lithosphère, tout comme le manteau supérieur. Elle est constituée de péridotite, mais sa particularité est d'être ductile, alors que la péridotite du manteau supérieur est rigide. Dépendamment de la pression, c'est autour de 1300 degrés que les propriétés physiques de la roche changent et passent de solide à ductile. Alors, l'isotherme 1300 degrés est une limite de nature physique qui sépare la lithosphère, donc qui contient des roches rigides évidemment, de l'asténosphère qui contient des roches plus ductiles. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, on a 1300 degrés, c'est pas pour rien que je vous ai présenté cette température qui est un isotherme 1300 degrés qui sépare la lithosphère de l'asténosphère. Donc autrement dit, cet isotherme va se situer en général entre, donc on va dire une centaine de kilomètres, mais ça peut être entre 50 et 100 km de profondeur, mais elle remonte vers la surface lorsqu'elle se trouve au-dessus d'un point chaud, qui n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui, ou d'une dorsale océanique, où le manteau asténosphérique subit une fusion partielle, comme nous l'avons montré précédemment. Alors une partie de cette péridotite va fondre pour donner du magma, et ce magma moins dense que la roche environnante va remonter et s'accumuler dans une chambre magmatique au sein de la croûte océanique. Le magma présent dans la chambre magmatique va être animé de mouvements de convection et sous l'effet de la pression, une partie va pouvoir se fracturer, on va pouvoir fracturer la roche en fait, pour créer ce que l'on appelle des filons ou des dikes en anglais, ce sont des filons, dont certains atteindront la surface. Le magma qui en sortira va adopter la forme caractéristique de coussin. On parle de pilo-lava et les basaltes sont des roches magmatiques issues d'un magma refroidi rapidement, constitués de petits cristaux que l'on appelle des microlithes, noyés dans une espèce de pâte amorphe. Une autre partie du magma va suivre la boucle de convection et va venir se frotter contre les parois plus froides de la chambre magmatique. Et ce lent refroidissement du magma va être à l'origine d'un autre type de roche, selon le principe de la cristallisation fractionnée. Et là, on n'est plus dans le cas de la fusion partielle, c'est le contraire qui va se former. On va avoir une cristallisation fractionnée qui va se mettre en place, donnant le gabbro, qui est constitué par des gros cristaux et dont la texture est entièrement grenue. Donc on a des gros cristaux entre les gabbros et la... Ça va, Pierrot ? Entre les gabbros et le basalte, on a la même composition chimique, mais on n'a pas la même texture. Alors basalte et gabbro, donc, sont les deux principaux constituants de la croûte océanique. Alors sachant qu'au niveau de la lithosphère, on a la croûte et le manteau lithosphérique. Donc la lithosphère, le manteau lithosphérique est constitué de péridotite. Mais là, le problème, c'était le problème de la croûte, comment se forme la croûte. Et là, on a compris que c'est au niveau de la dorsale que s'effectue par magmatisme la formation d'un nouveau plancher océanique, mais ce n'est pas cette poussée de magma qui provoque l'écartement des plaques, évidemment. C'est le phénomène de subduction, en fait, qui va faire que, aux deux extrémités, droite et gauche des plaques, donc il y a ce mécanisme de subduction qui est responsable de la divergence des plaques. Autrement dit, la plongée lithosphérique au niveau d'une zone de subduction va avoir tendance à tirer l'ensemble de la plaque. Donc il va y avoir au niveau de l'axe du rift océanique une espèce d'étirement
et de ce fait-là en profondeur, une diminution de la pression et donc une remontée de la sténosphère et donc une fusion partielle, comme nous l'avons mis en évidence tout à l'heure. Alors, donc voilà, c'est un phénomène qui est assez complexe à comprendre, mais on peut reprendre encore un peu les choses pour expliquer mieux encore, parce que je sais que c'est compliqué. Bon. On avait dit qu'à l'aplomb des dorsales, à profondeur égale, le manteau est plus chaud que sous les plaines abyssales. La péridotite ou les péridotites asténosphériques, soumises à des mouvements de convection ascendant, donc ces péridotites asténosphériques sont soumises à des mouvements de convection ascendant. Ça veut dire que une remontée, donc il y a une remontée. Donc il y a une remontée vers la surface à température pratiquement constante. Alors tout à l'heure on avait parlé de 1000-1300 degrés à peu près. On a bien mis en évidence qu'une diminution de pression créait une fusion partielle. Alors cette décompression par diminution de pression, donc cette décompression à température pratiquement constante, va provoquer le franchissement de la courbe de Solidus, et la fusion partielle de la péridotite va débuter vers des températures, vers un kilométrage inférieur à 100 km, et cela se fait principalement entre 70 et 65 km de profondeur à peu près. Donc cette décompression se fait, la formation de cette fusion partielle en fait va commencer à se faire vers ces profondeurs pour une même température. Alors, donc on a 15 à 25% au maximum de la péridotite qui va fondre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors certains minéraux, donc ça il faut noter, c'est important que certains minéraux vont fondre davantage que d'autres. Autrement dit, la composition chimique du magma ne va pas refléter la composition chimique de la péridotite. Ça veut dire que, autrement dit, le liquide et les cristaux qui restent en place n'ont pas la même composition chimique. Donc le refroidissement de ce magma va pouvoir produire une roche à la composition minéralogique originale, mais différente de celle de la péridotite. Alors, les gouttelettes de magma qui sont issues de la fusion partielle vont remonter et s'accumuler dans une chambre magmatique. Alors j'en ai parlé, je répète encore un peu les choses en expliquant de manière un peu différente. Donc ces gouttelettes de magma issues de cette fusion partielle vont remonter et s'accumuler dans une chambre magmatique très superficielle qui sera située à peu près à 5, 6, 7 km de profondeur, voire un peu moins. La majeure partie de ce magma refroidit très lentement et va cristalliser contre les parois de la chambre magmatique en profondeur. À ce moment-là, on va avoir la formation à la base de la croûte d'une roche entièrement constituée de cristaux. Vous commencez à savoir ce que c'est cette roche. Cette roche plutonique, c'est le gabbro, évidemment. Une roche grenue. Une petite partie du magma va remonter rapidement depuis la chambre magmatique vers la surface à la faveur d'un jeu de failles normal. Vous vous souvenez, on avait parlé de failles normales. Et le magma refroidit alors beaucoup plus vite, surtout lors du contact avec l'eau de mer en surface qui est pratiquement à 2 degrés Celsius. Alors que le magma est un petit peu moins de 1000 degrés. Il se forme alors des filons rocheux entre la roche magmatique et la surface et des coussins de lave en surface. Ces roches comportent des grands cristaux formés dans la chambre magmatique, parce que dans cette chambre magmatique, il y a une accumulation de cristaux, en fait, et donc ils vont pouvoir grandir un petit peu plus, en attendant de pouvoir être soit former les gabbros, soit aller former les basaltes. Donc ces roches comportent des grands cristaux formés dans la chambre magmatique. Ils sont noyés dans une espèce de pâte vitreuse qui n'est pas cristallisée, mais qui comporte de grandes quantités de cristaux microscopiques que l'on appelle des microlithes. Donc, de même composition chimique que les gabbros, ces roches à texture microlithique sont des basaltes et vont donc s'épancher en surface. Alors, donc vous voyez que dans le contexte d'un dynamisme des zones de divergence, en fait, on a essayé de comprendre comment se forme la croûte océanique
La nouvelle lithosphère se met en place par apport de magma mantélique, c'est-à-dire provenant du manteau, à l'origine d'une nouvelle croûte océanique, et ce magmatisme à la plongée dorsale s'explique par la décompression du manteau asténosphérique, en fait, donc par la diminution de la pression. On a donc bien une remontée de la sténosphère, une fusion partielle et un magmatisme qui est associé avec des roches qui sont formées telles que les gabbros et les basaltes. Donc nous avons expliqué comment et où se forme le magma à l'origine des roches magmatiques de la croûte océanique. En profondeur, évidemment, donc des roches peuvent subir une fusion partielle à l'origine du magma, et on parle bien entendu de l'asténosphère qui a subi une décompression, c'est-à-dire une diminution de la pression, et en conséquence la fusion partielle de ce magma. On avait bien un isotherme 1300 degrés, qui était le sommet de la LVZ, ou encore on peut dire la base de la lithosphère océanique, et les dorsales sont bien des zones où il y a une dissipation de chaleur, au niveau desquelles l'asténosphère va se trouver très proche de la surface des roches. Et on comprend bien que si des roches, si du magma, si ce liquide en fait qui est à 1000 degrés arrive en surface, on comprend bien pourquoi il y a des anomalies de température au niveau du géotherme, de la dorsale océanique. Alors, la simulation, on a vu qu'on a pu faire une simulation avec l'application presse à enclume de diamant qui permettait de construire le solidus de la péridotite et de le comparer ensuite au géotherme sous une dorsale océanique afin de comprendre que sous une dorsale, en fait, la péridotite n'est pas totalement solide. Ça veut dire que c'est le début d'une fusion qui se fait vers un peu moins de 100 km de profondeur d'après notre expérience. Seuls certains minéraux de la péridotite vont fondre. Et la fusion de la péridotite est toujours partielle. Les taux de fusion sont compris entre 15 et 25%. La fusion n'est jamais totale, en fait. Et ce qui explique que le refroidissement du magma produit ne redonne pas une péridotite, mais une roche de composition basaltique qui s'épanche bien entendu en surface. Donc on a pu faire le lien entre le magma formé par fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur asténosphérique évidemment, et les roches magmatiques de la croûte océanique, c'est-à-dire les roches plutoniques d'une part, c'est-à-dire le gabbro, et la roche volcanique d'autre part, c'est-à-dire le basalte, et les deux constituant la croûte océanique. Associé au manteau lithosphérique, on a bien la lithosphère océanique qui repose bien sur l'asténosphère. Donc le refroidissement du magma va pouvoir se faire de manière plus ou moins vite, ce qui explique l'apparition des deux roches aux textures différentes, plutoniques à la base, microlithique au sommet, c'est-à-dire plutonique à la base le gabbro, microlithique au sommet, c'est-à-dire le basalte. Donc voilà, nous avons terminé, nous avons compris comment se forme la croûte océanique, comment se forme ce magma, et que devient-il au niveau de la dorsale? Eh bien, comment se forme le magma? On a compris qu'il y a une histoire de température et de pression, une histoire de fusion partielle, une remontée du liquide magmatique entre guillemets vers la surface pour former les basaltes, et puis un refroidissement dans la chambre magmatique d'une certaine partie du liquide et des cristaux qui peuvent rester en place également pour former en fait ce que l'on appelle le gabbro. Donc voilà, le cours est terminé. Merci, mais avant, Pierrot va vous dire un petit mot. Eh bien, vous avez été très courageux, hein, c'est ça? Ils ont été très courageux parce que c'est pas toujours... Bon, j'ai cafouillé à un moment donné, hein, vous avez remarqué. Parce qu'en fait, j'étais perturbé par quelque chose qui s'est passé à côté et je ne m'y attendais pas. Alors, ça m'a enlevé toutes mes pensées. Qu'est-ce que t'en penses, mon Pierrot? Hein? Un petit sourire? Une petite musique. Ah, vous allez voir la petite musique, là. C'est sympa. Alors, la petite musique, il faut trouver... Allez, joue de la musique, mon Pierrot. Ah, c'est dur. Allez, au revoir, les amis. À bientôt pour un autre cours encore plus compliqué. Non, ce sera plus simple après. Celui-là était spécialement compliqué.
En fait, j'ai l'air bête à faire ça, mais c'est pour la photo finale. Bon, allez. J'arrête. Toujours faire le con. Ah, c'est beau la vie.